peut accueillir et remercier d'être là. Bonjour, et puis merci au festival, nous sommes contents que le film soit projeté le plus possible. Dans sa version finie, ce qui est un peu ça a été assez long que Bill nous a filé plein de versions non finies, et il a même été montré à Annecy dans une version qui pour nous était catastrophique, parce qu'il y avait plein de passages qui étaient juste crayonnés, et enfin donc là ça fait du bien quoi, de savoir que le film va être projeté comme il faut. Et c'est Manu avec qui je bosse depuis ça fait 29 ans qu'on a monté ED, et c'est en 97 qu'on a découvert Bill. Et donc voilà, c'est depuis ce temps-là qu'on travaille avec lui. On a sorti tous ces longs métrages et aussi un programme de court-métrage, Mondo Clinton. Et c'est Manu qui depuis quelques années, qui essaie de monter des coproductions avec nos réalisateurs. Et là, pour la première fois, ça a marché. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés coproducteurs du film, avec du coup Folimage, je ne sais pas si vous connaissez ce studio qui a participé à la mise en couleur du film. Tu veux dire deux mots du film ou pas du tout avant, c'est la surprise totale. Donc il s'appelle Duel à Monte Carlo del Norte. Pour l'original, il s'appelle Slide, qui pour les musiciens comprendront pourquoi il s'appelle Slide à l'origine. Est-ce qu'il y a des choses à dire ou pas du tout? Est-ce que juste peut-être comment il s'inscrit dans sa filmo? Peut-être c'est son combienième C'est son 8e long métrage, je crois, et en général il fait un film tous les 4 ans. Là ça a duré 8 ans à cause du Covid, hein, comme pour beaucoup. Donc ça a été très long et de certaine façon très pénible, et puis de l'autre au contraire très stimulant, parce que ça lui a permis de prendre du recul, d'innover plus pour faire ce film. Et voilà, c'est très différent de La Vengeresse, qui de toute façon est pour moi très différent de tous ces autres films, pour ceux qui l'ont vu. Mais sinon, si on accepte La Vengeresse, c'est vraiment dans la continuité de sa filmographie, qui était au départ très rentre-dedans à tous les niveaux, et puis petit à petit qui est devenue plus poétique, plus posée, plus lente, et très, très belle. Et c'est bien de voir que Clinton évolue très librement, et puis aussi à chaque film, pour ceux, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à bien connaître Clinton, mais on reconnaît tout de suite la patte Clinton, mais de film en film, il crée quand même un univers de dessin très, très différent. Il aime beaucoup, c'est quelqu'un qui est très curieux, et qui aime toujours chercher, s'inspirer aussi de choses qu'il a pu voir à droite et à gauche pour changer son style de dessin, tout en étant toujours le même style quelque part. Tout en restant du Bill Clinton quand même, reconnaissable à la première image. Moi j'avais une première question quand même, Fabrice. Tu disais que Manu travaillait autour du travail avec Bill Clinton depuis plus de 20 ans. Quand il arrive avec ce projet, ça se passe comment? Il arrive avec un projet déjà écrit, avec juste une envie de travailler avec vous en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi? Concrètement, comment ça se passe? Ce qui se passe simplement, c'est que Manu, depuis quelques années, avait l'idée d'essayer de coproduire des films de nos réalisateurs c'était la meilleure façon de s'assurer qu'il n'y aurait pas un court-circuitage à la fin d'un distributeur qui nous passerait devant, même si c'est jamais arrivé en 30 ans, quoi. Mais bon, on est toujours un peu angoissé, surtout Manu. Et donc, ça faisait très longtemps qu'il parlait de ça avec Bill. Et donc, ça a commencé. Donc, c'est Manu qui lui en a parlé. Et quand Bill a eu une page de résumé de son film prête, il nous l'a donné, mais bon, c'était aussi pareil pour les autres films. Et puis, petit à petit, donc, il y a eu ensuite le scénario, et puis le storyboard, et puis après, justement, le CNC voulait un scénario, donc on a dû faire un scénario à partir du storyboard, parce qu'il fallait
cette pièce-là. Et donc ça s'est fait, bon, la confiance avec Bill est totale, hein, parce que ça fait 30 ans qu'on bosse ensemble. Donc, et puis aussi bien pour nous que pour lui, nous on est super important pour lui parce qu'on est un des rares pays à sortir ses films, même le seul pays je pense au monde à sortir tous ses films. L'autre pays c'est les États-Unis et la plupart du temps malheureusement c'est lui qui les sort lui-même parce qu'il ne trouve pas quelqu'un pour le faire. Et puis nous, sans Bill, ben, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'on a pu sortir des films qui ont assez peu marché, mais qui étaient importants pour nous. Et voilà, donc on est vraiment très liés à ce niveau-là. Et donc Manu a ensuite envoyé au CNC le projet. Et puis ça a fonctionné, on a récupéré de l'argent. Et puis je pense qu'on a dû demander aussi à Arte, comme à chaque fois, et puis bon, ça n'a pas marché. Et puis oui, si Orange aussi, quelqu'un qui nous soutient beaucoup depuis très longtemps, qui nous a acheté, alors qu'il était stagiaire, c'était plus comment s'appelait la télé à l'époque, c'est une télé qui n'existe plus. Ils avaient acheté 2 films, on pensait qu'ils ne passeraient jamais à la télévision parce que tellement ils étaient radicaux. Et d'ailleurs le producteur qu'on connaissait bien, parce que c'était le producteur des Frères Coué, nous avait jamais parlé de ces films parce qu'il pensait que c'était pas sortable en France. Et voilà, donc non seulement on les a sortis en salle, et puis après lui les a achetés, et petit à petit il nous a acheté d'autres films. Et là il a fait un préachat sur le film, donc c'était même avant le CNC, c'était le premier à soutenir le projet. Donc c'est côté ECS, du coup. C'est OCS. Donc avant rachat Canal+. Voilà, donc voilà, c'est anecdotique, mais du coup il y aura une visibilité quand même sur Canal+, ou la ligne éditoriale va changer aussi à ce point-là. Je suppose que le film a été préacheté, donc je suppose qu'ils vont. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas si on le sait d'ailleurs ou pas, comment ça va se passer, s'il va y avoir une chaîne supplémentaire de Canal+, ou si ça va. C'est un peu d'attembouille, hein, mais OCS, donc les chaînes Orange ont été rachetées complètement par Canal+, et c'est officialisé, accepté par la concurrence il y a très peu de temps. Donc, et ça questionne évidemment les lignes éditoriales, puisque la liberté d'OCS n'est pas exactement la même aujourd'hui que l'éditorial de Canal+, que vous connaissez peut-être plus ou moins depuis l'ère Bolloré, quoi. Ben oui, c'est vrai que plus ça va, moins il y a de choix, quoi. Donc pour nous, c'était la seule chaîne avec Ciné Club, qui nous achetait donc de Canal+, de ce côté-là, qui nous achetait des films de temps en temps. Parce que toutes les autres chaînes, on a entendu dire à l'époque de la multiplication des chaînes que ça allait être bien parce qu'il y aurait plus de films achetés, mais en fait c'est toujours les mêmes qui sont achetés. Et donc nous, ça ne nous sert à rien qu'il y ait plein de chaînes. À part que du coup les prix baissent sur toutes les autres chaînes, et notamment celles qui nous achètent des films. Il y a Arte aussi qui nous achète des films de temps en temps. Bon, est-ce que vous avez des questions quand même, parce qu'on va parler de tambouille économique, mais on peut parler de la réalisation. Moi je découvre complètement Bill Clinton. Donc vous dites pas mal que globalement les films ne rapportent pas spécifiquement. Qu'est-ce qui... Donc j'imagine que l'argent vient surtout pendant la production, donc de la part du CNC ou des différents acteurs dont vous parliez. Qu'est-ce qui joue du coup pour ces acteurs-là Qu'est-ce qui les motive à produire ce genre de film? Qu'est-ce qui leur parle le plus? Alors Clinton, non, justement Clinton, c'est celui qui nous a rapporté beaucoup d'argent, donc c'est grâce à lui qu'on a pu... Mais sinon, ce qui motive les gens, que ce soit les télés, les salles, ou le CNC à s'intéresser à nos films, c'est une espèce de... Quand même, il y a une espèce de passion quelque part, quoi, de découvrir ce genre de cinéma, et on sent un cinéma vraiment très différent. Et Plimpton même est quand même plus classique que nos autres cinéastes, mais voilà, et c'est tout d'un coup l'envie de soutenir un cinéma différent. Donc souvent c'est difficile, ils le font pas. Notamment là, on a sorti un film mercredi qui s'appelle Ennismen, et un film anglais
Il y a beaucoup de salles qui l'ont vu et qui ont voulu vraiment soutenir dans les ententes régionales en disant de toute façon on aime beaucoup, on pense que c'est très important de le soutenir mais on ne le passera pas. Voilà, il y a ça, et puis parfois il y a aussi des gens qui veulent quand même passer le film, que ce soit à la télé ou autre part. La télé, c'est vrai que c'est là où on gagne le plus d'argent. Et puis en plus, ça ne coûte pas d'argent une fois que tout est fait, de fournir le matériel à la télé, alors qu'une sortie salle, ça coûte très cher. Et puis c'est de plus en plus difficile après de remplir les salles. Et quand un film comme ça passe dans un festival, ben ça va, il y a du monde, mais après quand il sort le mercredi avec 20 autres sorties, c'est plus difficile. Mais enfin, la liberté, je trouve on sent vous parlez de passion, on sent une détente, un défouloir, une liberté totale sur la création et sur on a l'impression qu'il se pose aucune question. Moi j'imaginais animer, je sais pas comment ça se passe, mais j'imaginais animer sans se poser aucune question et y aller et exprimer ce qu'il avait envie d'exprimer. Je trouve ça génial. Ouais. Et c'est super chouette de savoir qu'il y a quand même des sous, en France en tout cas, pour pouvoir créer ces œuvres. Oui, il a entre 75 et 80 ans aujourd'hui et il a toujours la même fougue. Et vraiment, il dessine, il peut passer des journées entières de 7h du matin à 7h du soir à dessiner. Et puis quand il parle, c'est communicatif. Hein. C'est vraiment. On sent qu'il est complètement habité par ça. Et jusqu'à là maintenant, il a un studio et puis un appartement, mais jusqu'à plus de 60 ans. Il avait un lit dans son coin dans un coin du studio, et puis voilà, c'était vraiment sa vie. Et c'est super de voir à quel point il est vraiment passionné. Et puis donc non seulement il fait des films assez magnifiques, et puis en plus il les produit et il les finance lui-même. Là c'est la première fois qu'on intervient. Mais donc, et puis quand il va dans des festivals, il a des DVD, des livres. Il les vend pour pouvoir financer ensuite ses films. Enfin, c'est vraiment... c'est un sacerdoce. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour le film et pour votre fidélité à cet auteur qui est quand même très important pour l'animation. Et je voulais vous demander, parce qu'on sent que c'est un film qui est un peu troublé dans sa conception, et je me dis qu'il y a eu l'air d'avoir eu beaucoup de remontages. J'ai beaucoup lu sur Clinton en sachant qu'il présentait beaucoup ses films en cours de construction à des publics pour savoir qu'est-ce qui marchait, notamment en termes de rythme et de gag. Et je me demandais sur ces films plus récents que je connais un peu moins bien, est-ce que ce travail de remontage, de remise en question du film de manière continue, il avait été aussi dans la conception de ce film-là? Oui, toujours, il a toujours aimé montrer des films, faire des projections de tests, et puis même, parce que le film tourne depuis, donc la première, je crois, mondiale, c'était à Annecy. Donc ça fait, on est quand en avril, c'est ça, début avril. Donc c'était pratiquement il y a un an. Et depuis, il a beaucoup montré dans des versions différentes. Et d'ailleurs à Annecy, lui il était super content d'être là, il y avait 4-5 séances, bon comme c'est un peu une star d'animation en plus, il y avait beaucoup de gens et puis et des gens ont pu beaucoup l'apprécier tel qu'il était. C'est vrai que moi j'aime bien que les choses soient plus abouties et puis bon je suis distributeur aussi donc ça biaise un petit peu les choses. Mais donc des gens certains même étaient contents qu'ils ne soient pas finis pour voir différents stades dans les films lui-même. Et donc pendant ces 5 projections, il était là et puis il prenait des notes. Il avait un ami de très longue date, puisque c'est quelqu'un qui faisait une voix de Turn, son premier film, qui date de 92, un truc comme ça, quoi. Et donc, ils étaient vraiment, et puis on les voyait quoi, en ébullition créative, et d'avoir plein d'idées de comment le film va évoluer, et puis aussi de recueillir des échos à droite à gauche, de nous aussi, et pour voir comment tout ça allait changer. Et puis même cette version qu'on voit, il veut encore faire des petites modifications, alors qu'ils seront peut-être invisibles pour nous. Mais voilà, là il est en train de rajouter quelques lignes de dialogue, enfin faire
toujours, oui, en train de... Jusqu'à ce qu'ils se disent, bon, ben là, c'est bon, je m'arrête. Mais... Est-ce qu'il se le dira un jour qu'il arrête? Ah, C'est vous qui d'arrêter l'arrêtez. le film ou d'arrêter... Ah bah non, C'est vous qui l'arrêtez de le... Non, nous, justement, c'est très bon. C'est vrai que ça a été assez pénible, cette période. Mais pour nous, c'est très important qu'il fasse les films comme il veut. Et même si cette fois-ci, on était producteur, il était hors de question qu'on lui dise, voilà, là, il faut que ce soit comme ça ou là, comme ci. Beaucoup l'ont fait avec certains réalisateurs et à chaque fois ça a donné une catastrophe parce que c'est des gens qui ont besoin d'une totale liberté pour faire vraiment un bon film. Si des gens commencent à intervenir, ça ne peut pas fonctionner. Et justement, je me demandais, comme c'est la première fois que vous êtes producteur aussi sur ce film, si ça n'a pas changé votre intervention dans le côté artistique. Est-ce que ça a quand même changé quelque chose dans le processus de fabrication? Et notamment, on voit plein de gens au générique. J'avais l'idée qu'il faisait beaucoup de choses lui-même. Si vous pouvez détailler peut-être un petit peu qu'est-ce que... Ben, il y a beaucoup de gens en général, déjà parce qu'il prend pas mal de stagiaires, des étudiants qui font des petits travaux. Donc du coup, ça allonge la liste. Mais voilà, alors nous, donc toute la partie française, il y a une partie française après, quoi. Donc, bon, moi je suis pas aussi au générique, mais bon, j'ai pas fait grand chose sur le film. Hein. Donc, voilà, c'est après, ouais, par exemple, il fait pas de colo. Alors pour la mise en couleur, justement, il y a deux. Notre part, en fait, a servi à financer l'intervention de Folimage, qui a fait la mise en couleur des parties très colorées. Donc tout ce qui est des excroissances, avec tout ce qui est musique et compagnie, quoi. Et lui, il a fait lui-même. Donc déjà, il a fait les 40, enfin je dis 40, je sais pas combien, mais 40 000 dessins. En général, c'est 40 000 dessins, c'est lui qui les fait donc à la main. Et puis là, il a aussi, comme à l'époque de Deux Tunes, où il avait tout mis en couleur, chaque dessin. Là aussi, il a mis en couleur tout ce qui est monochrome. En fait, c'est lui avec ses crayons de couleur, qui l'a fait. Il avait vu le film Babylone, où la première scène était en monochrome, et ça l'avait interpellé. Et il s'était dit que, parce qu'au départ, le film, dans son idée, serait très coloré du début à la fin. Et là, ça lui donnait l'idée. Aussi peut-être pour des raisons pratiques, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour que Folimage fasse tout le film. Et puis, lui, peut-être pas non plus assez pour le faire, quoi. Donc, avec des gens qui devaient payer. Donc, il a fait lui-même toute la couleur du film. Et puis par contre, non, nous on n'a pas, comme je disais, le fait qu'on soit producteur, ça n'a rien changé par rapport à lui dire ce qu'il fallait faire, quoi. Vous n'êtes pas interventionniste comme Surtout pas, non, on pense que c'est la pire des choses. Merci. Je découvre aussi Bill Clinton et je suis très contente. Je me posais juste la question de savoir si vous connaissiez un peu ses influences, parce qu'on sent que c'est un univers très riche. Enfin, ça donne une impression comme ça, très punk, très expressive. Mais on sent que ça pourrait être nourri par pas mal de, je sais pas, la littérature, il y a beaucoup de musique aussi, il y a l'impression qu'il y a énormément de références. Et je sais pas si vous connaissez des choses qu'il cite, voilà. Bah, pour ce film-là, il dit que c'est un mix entre Le shérif est en prison de Mel Brooks et puis Pale Rider de Clint Eastwood. Ou avec Clint Eastwood, c'est un film de lui d'ailleurs. Oui, je crois que c'est de lui. Et sinon, il adore le cinéma, plutôt le cinéma un peu plus grand public que ce qu'on se sort nous, quoi. D'ailleurs, il est parfois étonné qu'on s'intéresse à son cinéma, mais bon, il adore des gens comme Tarantino, Terry Gilliam, et puis c'est réciproque d'ailleurs aussi. Justement, le prochain, je lui demandais s'il avait des projets, là, parce qu'au cas où quelqu'un me posait la question, et
il va travailler sur un nouveau long métrage, et sous l'influence de mon oncle de Jacques Tati. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il aime. Et puis au niveau musique, tout ce qui est musique américaine, là c'est beaucoup sous l'influence de la country music. Donc c'est en écoutant Hank Williams qu'il s'est dit qu'il a commencé à penser à ce film. Et puis Johnny Cash aussi, Patsy Cline. Et puis sinon, oui, toutes sortes de musique américaine. Lui fait aussi de la musique d'ailleurs, et de la guitare slide. Et c'est pour ça que le héros fait de la slide guitare. Et son premier film de Dune est un hommage d'ailleurs à toute la musique américaine, avec tous les genres populaires. Il y a un blues, un country, puis un rock and roll. Dans mon souvenir, j'ai l'impression que, je ne sais plus pour quel film, il était en contact avec les Cramps, et puis ça s'est pas fait. Voilà. Par contre, en littérature, on parle assez peu de littérature. C'est vraiment la musique et le cinéma qui reviennent le plus souvent. La musique est extrêmement présente, évidemment. Tu sais à quel moment elle est arrivée dans la construction de son film? Est-ce que même elle était là avant même qu'il commence à écrire pour lui, ou ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, ce sorte de ping-pong permanent, parce qu'il y a les chansons, Ouais, ça je sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que donc il a travaillé avec deux musiciens, Maureen McElheron et puis Hank Bones, avec lesquels il travaille depuis le tout début, depuis The Tune. Et ils sont très proches, et c'est eux qui ont écrit les paroles, la plupart des paroles des musiques même. Parce que en général, je crois que c'est plutôt lui qui le fait. Mais à quel moment, je pense que ça a dû se faire. Après, ce film est assez particulier aussi au niveau du travail, parce qu'il y a eu le Covid, et il a commencé donc en 2017 à dessiner. Et puis après, donc il y a eu toute cette interruption, il n'a plus pu aller dans les festivals, dans les congrès d'animation, il n'avait plus de masterclass, donc il ne pouvait plus financer son film parce que ça lui rapporte beaucoup d'argent. Et puis, du coup, il a eu plus de temps aussi pour dessiner. Pendant le Covid, il a passé ses journées entières à dessiner. Et donc, du coup, je ne sais pas trop comment. Ouais, je ne sais pas au niveau de l'intervention des deux musiciens, je ne sais pas trop à quel moment c'est. Mais je pense pas que c'était. Peut-être que c'était avant même. Peut-être. C'est vrai que je sais pas, on a des metteurs en scène, notamment les frères Coué, qui aiment bien commander la musique et ensuite faire leur film. Là, je sais même pas en fait si il fait d'abord l'animation et qui donne aux musiciens les scènes pour qu'ils fassent de la musique, ou s'il fait quitte après à les changer, quoi, un petit peu, à les remonter, ou si c'est l'inverse. Je lui demanderai. Quel d'autre? Oui. En tout cas, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui connaissent pas Clinton qui le découvrent. Alors, moi aussi, je découvre Bill Clinton. Je ne connaissais pas du tout son travail avant. J'ai beaucoup apprécié le film. Je voulais savoir, du coup là, j'ai compris que c'était une sorte d'avant-première. Je voulais savoir quand est-ce qu'il allait sortir pour de bon. Est-ce qu'il va sortir au cinéma ou juste sur des plateformes spécialisées? Non, comme tous ces films, on va le sortir en salle. C'est vraiment quelqu'un qui bénéficie vraiment d'un soutien des salles et de la presse énorme. Je pense qu'on va le sortir à la fin de l'année. On va se garder le temps de travailler bien dessus. Et il va venir en septembre à Paris parce qu'il y a un festival de bande dessinée. Il fait beaucoup d'illustrations, donc ils lui font un hommage. Il y a une exposition aussi autour de son travail. Et puis on en profitera pour montrer ce film dans une salle, on ne sait pas encore laquelle. Et puis, oui, puis de faire durer vraiment, parce que c'est devenu tellement difficile de sortir un film le mercredi que c'est bien de faire durer avant la sortie, d'organiser des choses à droite à gauche où il y a plus de monde, c'est plus chaleureux. Et on sait le bouche à oreille aussi. Tout à fait.
Et tu parles de sortie, évidemment, dans les questions de sortie, il y a le marketing, et moi j'avais une question, évidemment là aussi, votre fonctionnement. Pourquoi le film passait de Slide à Duel à Monte Carlo del Norte? Parce qu'on se disait que Slide, ça n'avait pas beaucoup de... Ça voulait En fait, juste pour préciser ma pensée, c'est-à-dire qu'en fait, on change le point de vue, d'une certaine manière, je trouve, quand on parle de Slide ou quand on parle de Duel à Monte Carlo, et par limite, on parle plus du même univers en priorité. C'est un peu ce que je ressens. Je passe du côté un peu musical au côté plus film de duel, du coup. Ouais. Slide, on disait que, encore, ça s'appellerait John ou Carl, voilà, Slide, Slide, et puis personne... on voit comment ça se passe quand on sort un film avec un titre anglais, quoi. Enfin, les gens déforment complètement. On avait sorti un joueur qui s'appelait Primer, et les gens disaient primé, enfin... plein de choses comme ça, donc c'est un petit peu, ne serait-ce que pour la communication justement, pour que les gens, quand ils parlent d'un film, bien prononcer le titre. Et puis on pense aussi que c'est bien d'avoir un titre français. Donc là, souvent, on essaie de trouver une traduction. Et puis là, alors pour le titre, on a une amie qui a bossé avec nous 4 mois dans la vie de ED. C'était une collaboration très courte. Et qui est très, justement, qui est à la fois très proche de nos goûts, et qui a même beaucoup le cinéma expérimental, tout ça, et puis en même temps, elle a une expérience professionnelle de travailler dans des grosses boîtes, avec des gros attachés de presse, tout ça. Et donc ça lui donne un côté marketing plus évolué que le nôtre. Et un jour, on était tous les trois, enfin tous les quatre, donc enfin tous les trois, et avec elle, au restaurant, et puis on discutait justement de ça, et puis elle nous a trouvé un titre comme ça, en quelques échanges, et puis on a été séduit par le titre, et on l'a choisi, quoi. En plus elle n'avait pas vu le film, on lui a juste un peu raconté, mais c'est vrai qu'on sait pas, comme on n'est pas du tout marketing, tout ça, et puis vraiment que ça nous gonfle, quoi. Et même si on doit de plus en plus faire des efforts, travailler avec des agences web, mais quand on a commencé ED, pour nous, la communication c'était sur le film, sur sa dimension artistique, et ça fonctionnait. Mais voilà, comme on a des films en plus qui ne parlent d'aucun sujet quelque part, c'est vraiment des films purement artistiques. Les gens sont a priori un petit peu perdus et viennent pas voir nos films en priorité, quoi. Donc on essaie de trouver des choses tant bien que mal pour. Mais c'est pas de gaieté de cœur. Juste pour finir, avant peut-être qu'on parle aussi de la sortie, on parle des auteurs que vous accompagnez, et que certains ne connaissaient pas encore Plimpton. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit peu les deux, trois autres noms d'auteurs du cinéma d'animation que vous avez au catalogue? D'accord. Trois, on en a pour donner envie d'aller découvrir ça. Il y a Phil Mulloy qui malheureusement fait aujourd'hui très peu de films. Je vous encourage vraiment à découvrir ça. Il a un site, mais je crois qu'il a à une époque il avait ses courts-métrages sur son site, mais je crois qu'il les a enlevés récemment. Il y en a un en tout cas, un récent qui est absolument extraordinaire, les tout petits bonhommes qui marchent comme ça, et c'est extraordinaire. Donc Phil et puis Mulloy, c'est un peu transgressif quand même. Ah oui, beaucoup plus que Plimpton, ouais. Et puis à tous les niveaux, quoi, au niveau du contenu et puis aussi la façon de faire. Bill est quelqu'un de totalement indépendant, enfin qui va vraiment, voilà, vous avez pu voir ce qu'il fait, quoi. Mais alors, chez Mulloy, ça va beaucoup plus loin. Il a vraiment une démarche très 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 engagée philosophiquement, je dirais. Et il dessine, il fait vraiment alors tout lui-même, quoi. Au générique, il y a juste son nom et puis aussi parfois un musicien quand il y a de la musique. Il a commencé avec de l'encre sur du papier blanc. Et puis après, il a eu une autre période aussi où il a fait des films où il voulait montrer non seulement qu'on pouvait faire des films sans argent, parce que vraiment sans argent, quoi, c'est ce qu'il faisait, et puis aussi sans même technique. Donc en récupérant des papiers peints sur internet. En fait, c'était des films où il y avait un visage à droite et un visage à gauche qui se parlaient.
et puis parfois juste un visage de face. Des voix qui c'était des voix qui prenaient sur un thème. Enfin, il faisait la voix et puis après c'est des voix synthétiques là. Donc ça peut paraître totalement, quand j'en parle comme ça peut paraître sans intérêt à voir, voire épuisant, mais il se passe quelque chose quoi, véritablement. Et même si c'est un peu épuisé à la fin, parce qu'il en a fait beaucoup, mais en tout cas ses premiers courts-métrages, il en a fait beaucoup, et puis aussi un moyen-métrage qui s'appelle Intolérance, avec encre de Chine, noir et blanc, et parfois un peu de couleur, et sont vraiment incroyables. Et puis il y a les frères Cohen. Indispensable dans une filmo de spectateurs fans de cinéma d'animation. Ouais, vraiment. En même temps, je ne peux pas tout voir tout de suite, mais pour ceux qui étaient l'année dernière, on en avait déjà parlé d'intolérance dans le cadre de la conférence sur la science-fiction et le cinéma d'animation. Ah d'accord. Et c'est un mec qui est super aussi, qui est vraiment passionné. Et puis les frères Cohen, qui sont des dieux de l'animation et du cinéma. Et je ne sais pas si vous connaissez les frères Cohen, ça vous dit quelque chose? Ouais, d'accord. Et là, ils sont en train de faire enfin un 3e long métrage. Donc ça fait longtemps qu'on l'attend. Et qui font, eux, de l'animation de poupées. Et puis pareil, quoi, ils ont un studio dans lequel c'est des jumeaux. Et ils font ça dans leur studio avec d'abord leur caméra, enfin, je sais plus si c'était 35 ou du 16 maintenant numérique. Et puis ils ont fait aussi donc 2 longs métrages qui sont des longs métrages de fiction avec un peu d'animation. Et puis le prochain qui est une adaptation de Bruno Schulz, et avec 30 minutes d'animation qui existent déjà depuis longtemps parce qu'ils ont pris des comédiens. Et donc si vous avez la possibilité de voir ce film qui s'appelle Ainsi tu Majamenta, c'est adapté de Walzer, c'est une merveille. Certains sont édités en DVD par vous, non? Ou pas du tout? Oui, tous. Tous. Bon, enfin, tous les 2 longs métrages, les premiers courts métrages. Et puis c'était tous les courts métrages quand on a fait le coffret DVD. Et puis ils en ont fait depuis, qu'on n'a pas édité encore. Peut-être que le long métrage sera l'occasion de faire ça, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a des endroits dans tous les sens, quoi. Donc on a essayé à un moment donné de voir avec leur producteur principal s'il y avait quelque chose de possible. Et puis c'est un peu comme ça, on a été pris par d'autres choses, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose. Alors, si je ne me trompe pas, on sort de l'animation, c'est vous qui avez fait découvrir Madine aussi en français. Voilà, Guy Madine et Bill Clinton, auteurs majeurs c'est nos deux du catalogue. Guy Madine, si vous n'avez jamais vu de film de lui, jetez un œil aussi à l'occasion, c'est quand même très très particulier et très indispensable dans la diversité du cinéma, je crois. Ouais. M-A-D-I-N. Et voilà, c'est les 2 dont on a sorti à peu près 7-8 films chacun. Les 2 qui ont réussi à continuer à faire des films, parce que bon, il y en a qui ont, comme Filmuloy, hein, il a fait un court-métrage assez dingue récemment, mais sinon sa production a beaucoup baissé, et puis d'autres aussi qui ont un peu arrêté de faire des films, ou qui ont, parce que c'est difficile aussi de trouver de l'argent pour ce genre de cinéma, et à un moment donné, ou alors d'autres comme Andrew Cutting, qui est vraiment quelqu'un dont on est très proche, qui plus allait travailler avec du cinéma de galerie ou des installations. Donc gardez en tête que le film sort fin d'année 2024. N'hésitez pas à faire savoir, à revenir le voir quand il sera au cinéma ici. Je pense qu'on essaiera que la revoir programme le film, on fera en sorte de le convaincre, de le reprendre. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet échange. Merci beaucoup Fabrice d'avoir Merci à toi. permis de cette avant-première.